Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Daniel Epron, qui est un chercheur lorrain actuellement au Japon. Daniel, on verra, tu te présenteras plus longuement après. Nous avons Frédéric Voilet du rectorat de Montpellier qui assure la coordination entre les différents sites. On a beaucoup de chance d'avoir le soutien de la plateforme de visioconférence du rectorat de Montpellier, parce que sans ça, je pense qu'on ne pourrait pas faire ces visio-chats. Et puis, donc, 3 établissements scolaires qui vont se présenter à tour de rôle. Bonjour, c'est le collège Irène Julio-Curie à Estagel. On est dans le département des Pyrénées-Orientales, dans la classe de 3e 1, et on est d'une classe de 24 élèves. Donc Estagel se situe au sud, donc à proximité de la frontière avec l'Espagne. Alors nous sommes le lycée de Commercy, le lycée Henri Vogue. Nous sommes situés au nord-est de la France, en Meuse. C'est un lycée d'environ 800 élèves, un lycée public. Et nous sommes des élèves de seconde. Nous sommes environ une trentaine dans la classe. Bonjour, nous sommes le lycée Pierre Mendès France d'Épinal. Notre lycée est situé dans les Vosges, en Lorraine, dans le nord-est de la France. Nous sommes 2 classes de première SSVT. Bonjour, Ohayo gozaimasu. Donc je suis Daniel Epron. Actuellement, je suis au Japon. Donc je pourrais expliquer pourquoi après. Et donc je suis entouré de 2 personnes ici. Une collègue avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Masako Danura, donc qui pourra répondre à certaines questions si certaines questions concernent plus particulièrement le Japon. Et puis Kawai-san, qui est un doctorant, un étudiant en thèse du Japon et qui travaille sur justement l'adaptation des arbres à la sécheresse, au changement climatique. Évidemment, pourquoi je suis au Japon? Normalement, je suis professeur à l'université de Lorraine, et l'université de Lorraine, ça se situe à Nancy. Donc c'est un peu loin du Japon. Mon travail à l'université de Lorraine, donc je suis professeur, j'enseigne en écophysiologie forestière, en écologie, en biologie végétale. Et mon travail de recherche concerne particulièrement l'adaptation des arbres et puis des forêts aux différentes contraintes environnementales, et en particulier, à l'heure actuelle, au changement climatique. Alors voilà. Donc peut-être qu'il faut peut-être définir ce que c'est que la discipline écophysiologie, puisque je suis un écophysiologiste et que c'est pas un terme qui est très très fréquent. L'écophysiologie, c'est une discipline qui est un peu à l'interface entre l'écologie et la physiologie végétale. Alors l'écologie, c'est l'étude des interactions qui existent entre les différents individus qui peuplent un écosystème. Donc dans le cas d'une forêt, c'est les arbres. Que ces arbres appartiennent à la même espèce ou à des espèces différentes. Et puis, c'est tous les autres organismes aussi de cet écosystème, et en particulier le sol, les organismes qui sont dans le sol, très importants dans une forêt. Et puis l'environnement. L'environnement, donc la lumière, la température, l'eau, tout ce qu'on veut, la fertilité. Voilà. Ça, c'est l'écologie, l'étude de ces interactions. La physiologie, elle étudie les mécanismes qui permettent à un organisme vivant d'être en vie. Et l'écophysiologie, elle fait le pont entre les deux. C'est-à-dire qu'elle cherche à comprendre comment le fonctionnement des individus explique le fonctionnement de l'écosystème, et inversement, comment l'écosystème, lui, va influencer ou influer sur le fonctionnement de l'individu. La question du changement climatique, en fait, elle traîne depuis maintenant plusieurs décennies dans la communauté scientifique. Et au niveau des forêts, on a commencé à travailler sur cette thématique il y a peut-être 20-25 ans. Au tout début, moi, j'ai commencé mes travaux de recherche, et on s'intéressait en fait beaucoup plus, non pas au changement climatique, mais à pourquoi ou comment les arbres et les forêts réagissaient à l'augmentation de la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère. Parce que le changement climatique, le réchauffement climatique est lié en particulier à l'augmentation de cette concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc, au tout début, on s'intéressait surtout à l'effet de ce gaz carbonique sur la forêt, un effet qui est plutôt positif, parce que le gaz carbonique, c'est le substrat de la photosynthèse, c'est la nourriture des plantes, finalement. Et puis, progressivement, on s'est mis à travailler également sur... alors, du coup,
nous, on s'est mis à s'intéresser au fait que les forêts pouvaient très bien contribuer à atténuer le changement climatique, tout simplement parce que ces forêts pouvaient consommer une partie du gaz carbonique que les activités humaines injectaient dans l'atmosphère. Donc, une des premières questions qui s'est posée, c'est jusqu'à quel point ces écosystèmes forestiers sont capables d'atténuer le changement climatique en jouant sur la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère. Et puis ensuite, on s'est posé la question de savoir, mais est-ce que ces forêts ne sont pas vulnérables au changement climatique? Et donc, on s'est intéressé à la vulnérabilité, à finalement quels allaient être les effets du changement climatique sur les forêts, sur les arbres et sur les forêts, donc. Et puis est venue bien évidemment naturellement la question ensuite, c'est comment est-ce qu'on adapte les arbres, comment est-ce qu'on adapte la forêt à ce changement climatique qui a commencé à se produire et qui va continuer dans les années, les décennies qui viennent. Les arbres sont pas nécessairement vulnérables à l'augmentation de la température. D'abord, tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que les arbres bénéficient plutôt de l'augmentation de la concentration en gaz carbonique. Ça leur est bénéfique parce que les arbres se nourrissent du gaz carbonique, donc là, plus il y a à manger, plus ils sont contents. Donc, dans un premier temps, les forêts sont plutôt favorisées par l'augmentation de la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère. Ensuite, cette augmentation de la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère entraîne un réchauffement du climat. Là, c'est pareil, hein, le réchauffement en lui-même, l'augmentation de température en lui-même n'a pas d'effet majeur sur le fonctionnement des arbres. Par contre, quand il fait plus chaud, il fait aussi plus sec. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus l'évaporation est intense, hein, plus il y a d'évaporation, et donc moins il y a d'eau disponible dans le sol pour les plantes et en particulier pour les arbres. Et donc ce dont souffrent les arbres dans un climat qui change et qui se réchauffe, c'est pas tant de la température que de la sécheresse qui accompagne cette augmentation de température. Voilà. Donc globalement, plus il fait chaud, plus il fait sec. Alors, évidemment, si cette eau est évaporée, elle va fatalement retomber sous forme de pluie quelque part, mais les pluies ne sont pas distribuées de manière régulière à la surface de la Terre. Il y a des endroits où il va plus pleuvoir. Ce qui est prévu, par exemple, au Japon, c'est qu'il devrait y avoir plus de pluie dans le futur. Par contre, en France, on s'attend à ce qu'il y ait moins de pluie, en particulier moins de pluie estivale, et en particulier dans des régions qui sont déjà relativement sèches, c'est-à-dire le sud-est de la France. Donc, des sécheresses plus marquées, et c'est de ça dont les arbres et les forêts sont susceptibles de souffrir. Alors, pourquoi est-ce que une forêt devient vulnérable en situation de sécheresse? Parce que quand un arbre n'a pas d'eau, il va réagir en fermant ce qu'on appelle des stomates, c'est-à-dire les petites bouches qui sont à la surface des feuilles et qui permettent au gaz carbonique d'entrer, mais aussi à l'eau de sortir. Et donc, quand il n'y a pas d'eau, on ferme la bouche, on ferme ces stomates, et du coup, le gaz carbonique ne peut pas rentrer. L'arbre va donc avoir de moins en moins accès au carbone, il va de moins en moins être capable de constituer des réserves, et ces réserves lui sont pourtant nécessaires pour passer, notamment dans nos régions, pour passer l'hiver. Il a besoin d'accumuler durant l'été des sucres qui vont lui permettre de survivre durant l'hiver et de redémarrer au printemps suivant. Et donc un arbre ou une forêt qui subit une sécheresse pendant une période estivale, une sécheresse forte, une sécheresse longue pendant une période estivale, a moins de réserves et donc est moins capable de survivre à des capacités plus faibles pour l'année suivante. Si ces épisodes de sécheresse se multiplient, les effets se cumulent. Et au bout d'un certain temps, quand ces effets se cumulent, l'arbre est susceptible de ne plus être en mesure de survivre. D'autant plus qu'un arbre affaibli est un arbre qui devient beaucoup plus vulnérable aux pathogènes ou aux attaques d'insectes. Et donc, s'ajoute derrière cette sécheresse potentiellement des effets de parasites ou de ravageurs. Voilà, donc la vulnérabilité, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'un ou plusieurs arbres en particulier vont disparaître avec le temps? Oui et non. Ça ne va pas nécessairement disparaître de la surface de la Terre. Il n'y a pas de raison qu'une espèce disparaisse. Par contre, localement, à un endroit donné, il y a un certain nombre d'espèces qui peuvent se retrouver d'ici une cinquantaine d'années, ou même plus rapidement, non adaptées, et donc disparaître localement.
pas nécessairement disparaître de la surface de la Terre. Parce que finalement, le changement climatique, ça entraîne simplement une migration des aires climatiques vers le nord, en particulier. Plus le climat se réchauffe, plus finalement on va se déplacer vers le nord. Dans les perspectives les plus alarmistes, les pires, on considère qu'en Lorraine, on pourrait avoir un climat de type méditerranéen d'ici un siècle. Donc voilà, on va avoir un changement climatique. Donc les espèces qui sont à l'heure actuelle adaptées à un climat donné, dans un endroit donné, sont susceptibles d'être affectées, donc de disparaître, mais elles sont susceptibles de trouver ailleurs des conditions qui leur soient plus favorables. Donc il va y avoir de la disparition d'espèces, notamment dans ce qu'on appelle les limites d'aire de répartition, c'est-à-dire là où l'espèce est déjà à la limite de sa capacité à survivre. Si dans ces zones limites, le moindre changement va évidemment être très négatif pour la survie de ces espèces. Mais parallèlement, elles vont pouvoir occuper des milieux qui, pour l'instant, leur étaient plutôt défavorables et qui peuvent devenir favorables lorsque le climat se réchauffe. Existe-t-il un arbre ayant une photosynthèse très élevée permettant donc de réduire la dose de CO2? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il existe un arbre particulier qui soit plus efficace que les autres pour piéger le gaz carbonique. Il y a des espèces qui ont des photosynthèses très élevées. C'est par exemple, si on prend un exemple de chez nous, ça va être le peuplier. Un exemple en région tropicale, ça va être les eucalyptus. Au Japon, il y a aussi les peupliers aussi, au Japon, sont des espèces qui ont des photosynthèses très élevées. Mais le problème de ces espèces, c'est qu'elles ont aussi des durées de vie très courtes. Et donc, de toute façon, elles vont absorber plus de gaz sur un temps court, mais finalement, sur la durée, elles n'en absorbent pas plus parce que leur durée de vie est relativement courte. Donc, il n'y a pas d'espèces qui sont plus ou moins efficaces pour absorber le gaz carbonique. Toute forêt, à partir du moment où elle est dans des bonnes conditions, a la capacité à absorber ce gaz carbonique. Une question importante qui se pose, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on doit privilégier. Est-ce qu'on doit privilégier l'absorption du gaz carbonique, auquel cas on a intérêt effectivement à avoir des espèces à croissance rapide qui vont avoir des durées de vie courtes. Donc le but, ça va pas être de stocker le carbone pendant longtemps dans la forêt, mais ça va être au contraire d'utiliser ce bois pour faire de l'énergie, par exemple, et remplacer du coup le pétrole. Donc c'est toute la question du bois énergie. Et il y a beaucoup de recherches qui se font à l'heure actuelle, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, en particulier sous les tropiques, pour planter des arbres à croissance très rapide de manière à produire de l'énergie qui viendra remplacer le pétrole. Et du coup, il faut bien voir que cette énergie provenant des arbres, du bois qu'on brûle, c'est ce qu'on appelle une énergie renouvelable, parce qu'une fois qu'il est brûlé, le gaz carbonique repart dans l'atmosphère, mais ce gaz carbonique qui repart dans l'atmosphère va être réabsorbé par les nouveaux arbres qui vont être plantés pour remplacer ceux qui ont été coupés. Donc on a un cycle très rapide du carbone, on n'accumule pas le carbone dans l'atmosphère lorsqu'on utilise du bois énergie, en théorie du moins. Donc ça c'est une possibilité, c'est-à-dire favoriser la plantation d'arbres à croissance rapide, qui ont des photosynthèses élevées, qui vont prélever beaucoup de gaz carbonique, et qu'on va utiliser comme source d'énergie. Et puis l'autre solution, c'est de se dire au contraire, on va favoriser des espèces qui ont des croissances plus lentes, qui prélèvent moins rapidement le gaz carbonique, mais sur beaucoup plus long terme, et qui surtout le conservent dans la forêt sur des temps très longs. Donc le soustrait à l'atmosphère sur des durées très longues. Donc c'est deux stratégies complètement différentes qui peuvent être menées en parallèle, mais pas avec les mêmes espèces et pas avec le même type d'écosystème. Dans un cas, on est plus dans l'agriculture, on produit du bois énergie. Dans l'autre cas, on est vraiment dans de l'écosystème forestier, où là, on travaille sur la durée, sur la pérennité de ce système. Vu qu'il y a beaucoup de déforestation dans le monde à l'heure actuelle et que le réchauffement climatique augmente énormément aussi, vous avez quel recul, vous, par rapport à ça? Enfin, comment vous essayez d'équilibrer le réchauffement climatique et la déforestation? J'ai préparé cette diapo-là, qui est une diapo qui, en fait, que beaucoup de monde utilise, parce qu'elle a été préparée par un groupe international qui s'appelle Global Carbon Project,
et qui prépare comme ça un certain nombre de documents à destination, enfin, pour la communication. Et donc, ce qu'on voit très très bien sur ce document, c'est que dans les sources de gaz carbonique, eh ben, la déforestation, ça représente quand même que 10% des sources de gaz carbonique. Donc, la déforestation, c'est effectivement quelque chose d'important. Il faut lutter contre la déforestation, mais pas uniquement pour des questions de gaz carbonique, aussi pour des questions de biodiversité, pour des questions de milieu de vie, d'ailleurs, de communautés humaines aussi. Il y a des gens qui vivent de la forêt, et donc la déforestation, ça fait fuir ces gens et ça les appauvrit. Donc, il y a plein de bonnes raisons de lutter contre la déforestation. Le carbone n'en est qu'une petite. C'est pas la principale source d'émissions de gaz carbonique liées aux activités humaines. Par contre, si on regarde sur la deuxième partie, là où il y a marqué « puis », on voit que la forêt, elle absorbe en gros un tiers, 31%, un tiers des émissions de gaz carbonique issues des activités humaines. Et donc, c'est plutôt ce côté-là qui est important. C'est-à-dire, il faut lutter contre la déforestation ou il faut favoriser la forêt parce que ça représente un puits de carbone très important. Un tiers de ce qu'on émet à l'heure actuelle se retrouve dans la forêt et que cette forêt, si elle est mal gérée, si elle est coupée, si elle subit aussi l'influence négative du changement climatique, eh bien, elle jouera de moins en moins ce rôle de piège à gaz carbonique. Donc l'enjeu, il est plutôt là-dessus, c'est d'être capable de maintenir cette capacité des forêts et d'augmenter, si possible, cette capacité des forêts à absorber ce gaz carbonique. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de bois et que si on veut répondre à cette demande en bois, en évitant la déforestation, eh ben, ça veut dire qu'il faut augmenter les surfaces plantées. Quelle est la place de la forêt dans la culture japonaise? Aussi profiter des deux personnes qui vous accompagnent, peut-être pour nous dire aussi la place qu'a la forêt dans la culture japonaise et donc de fait aussi peut-être la sensibilité que peuvent avoir les Japonais au péril qu'encourt la forêt par rapport au réchauffement climatique. D'accord, je vais traduire la question et je vais les laisser répondre. Je traduis. La forêt a une importance au Japon parce qu'elle fournit le bois qui permet la construction des temples. Les temples bouddhistes ou des temples shintoïstes ont des forêts, sont propriétaires de forêts qui les entretiennent parce qu'ils ont besoin de bois pour renouveler régulièrement les temples. Contrairement aux cathédrales qu'on construit chez nous et qui sont là pour durer des millénaires, un temple au Japon s'est reconstruit régulièrement. Donc, tous les 30 ans, les temples sont reconstruits au même endroit, mais ce n'est pas du tout comme nos cathédrales, nous, quelque chose de pérenne, c'est quelque chose qui est en permanence reconstruit, et pour ça, il y a besoin de bois. Et pour ça, les temples japonais sont entourés de forêts et gèrent des forêts qui leur assurent cette production de bois dont ils ont besoin pour renouveler leur bâtiment. Donc, du coup, la forêt joue un rôle extrêmement important dans la culture japonaise, en particulier la culture religieuse. Vu de l'Occident, on a l'impression que le bois est très présent dans l'environnement familier des Japonais. Alors, est-ce que ce sont des représentations ou une réalité dans le mobilier, dans les éléments de la table, des rituels de la vie, etc. On voit souvent le bois présent. Est-ce que c'est une réalité ou un peu une image d'Épinal qu'on pourrait véhiculer Une image d'Épinal à Vittel, ça fait des ordres. C'était un dessin. Donc, je traduis la question. Je vais traduire. Donc, la forêt ne manque pas au Japon. C'est ce que je disais tout à l'heure. 2 tiers de la surface du Japon est couverte par la forêt. Et donc, depuis très très longtemps, en fait, les Japonais ont pris l'habitude d'utiliser le bois pour fabriquer tous les objets de la vie courante, alors qu'en Europe, on était un peu moins dépendant du bois. Très rapidement, on a eu l'industrie du fer, etc., qui est venue, ou la céramique qui est venue s'implanter dans la fabrication d'objets de la vie quotidienne, alors qu'au Japon, traditionnellement, c'est le bois, et c'est resté une tradition. Effectivement, les objets de la table, les bols, les baguettes avec lesquelles on mange, beaucoup d'objets sont faits dans les maisons. Le bois est très très présent dans les maisons. Donc ça reste quelque chose de très présent dans la culture japonaise. Le bois est quelque chose qui est très fort dans la culture japonaise. La forêt et le bois, c'est très fort. Et le papier.
Les fenêtres, notamment les portes et les fenêtres, qui sont coulissantes, vous avez cette image des portes coulissantes, sont couvertes de papier, et ce papier est fait bien évidemment à partir de bois. Donc, toute la maison, ça contient du bois. Le bois a un rôle très important. Une question aussi complémentaire. Oui, c'est vraiment dans le même ordre d'idée que ce que demandait Frédéric. Au travers de ce que je connais de la littérature japonaise, j'ai l'impression qu'il y a, et c'est certainement une conséquence de cet attachement au bois, une sensibilité beaucoup plus grande à l'environnement et à la nature au Japon qu'en France. Est-ce que c'est vrai? Donc, mes collègues ne se prononcent pas sur la sensibilité des Européens à la nature, parce qu'ils ne la connaissent pas, on ne peut pas la juger. Par contre, ils se trouvent effectivement eux-mêmes et se définissent comme très très proches de la nature. Mon collègue explique ça par le fait que dans la religion shintoïste, qui est la religion dominante au Japon, il y a des dieux partout, et en fait, tout dans la nature est un dieu. Et donc, les liens spirituels entre l'homme et la nature sont extrêmement forts, beaucoup plus forts qu'ils peuvent être en Europe. Et donc, aujourd'hui encore, les gens sont très très proches de la nature. Et comme la nature au Japon, c'est la forêt et la mer. Et en plus de ça, la forêt, c'est quelque chose qui change sans arrêt, qui subit le cycle des saisons. Il y a les feuilles qui tombent à l'automne, la saison où il n'y a pas de feuilles en hiver, et puis le printemps avec les fleurs qui apparaissent, et l'été. Et tout ce cycle de la végétation, ça se marie bien, c'est très très lié finalement aussi à la perception orientale de la vie, du cycle permanent. Voilà. Au Japon, il n'y a pas 4 saisons, il y a 24 saisons. Donc, je ne vais pas vous les énumérer, mais il n'y a pas 4 saisons, il y en a 24. Et ces 24 saisons sont liées à des cycles de la nature. Sont définis par quelque chose qui se produit dans la nature. Quel diplôme faut-il avoir pour ce métier? Quel diplôme il faut avoir pour faire ce métier? C'est ça la question. Pour être chercheur, il faut avoir un doctorat, donc une thèse. Donc ça veut dire Bac plus 8. Tu peux peut-être dire un peu quelle qualité il faut pour être chercheur? Alors, quelle qualité il faut pour être chercheur? Pour être chercheur, il faut être curieux. Il n'y a que les curieux qui cherchent. Les gens qui ne sont pas curieux ne cherchent pas. Voilà, ça c'est la principale caractéristique d'un chercheur, c'est qu'il doit être curieux. S'il veut avoir une chance de trouver quelque chose, il faut qu'il commence par chercher, et pour chercher, il faut être curieux. La deuxième chose, c'est que s'il veut avoir une chance de trouver quelque chose, il faut qu'il soit un peu rigoureux. Si on est juste curieux, mais pas rigoureux du tout, on ne trouvera rien. Et puis, il faut savoir être humble, parce qu'on passe pas mal de temps à chercher sans rien trouver, donc il faut accepter beaucoup d'échecs avant d'arriver à quelque chose. Donc, curiosité, rigueur et humilité, je pense que c'est ce qu'il faut pour faire chercheur. Est-ce que l'outil mathématique, il est utile dans votre métier? Oui. Et alors, moi, quand j'étais au lycée et au collège, les maths, c'était pas ce qui me plaisait le plus. J'aimais la biologie, mais bon, les maths, il fallait en faire parce qu'il fallait bien passer le bac, il fallait bien... Mais j'aimais pas trop ça. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est utile, important. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est les maths, la physique, la chimie. Lâchez pas, ça sert. Et l'anglais, on dit ici aussi. Et l'anglais, oui. Mais l'anglais, on se débrouille toujours. Il faut toujours par l'apprendre.